comme vous. Je suis solidaire des travailleurs allemands qui sont obligés d'accepter des jobs à 1 € de l'heure, sinon on leur enlève tous leurs droits aux comptes sociaux. Je suis comme vous, je ne suis pas d'accord pour que les travailleurs allemands travaillent jusqu'à 67 ans. Je suis comme vous, je ne suis pas d'accord pour que l'accueil de la petite enfance soit si mal fait en Allemagne qu'on hésite à faire des enfants, parce que ça, c'est la vérité. Ce n'est pas de la germanophobie. D'ailleurs, il n'y a qu'à moi qu'on trouve de la germanophobie quand je dénonce leur merveilleux modèle allemand. Mais quand le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, dit que lui, il veut une confrontation tout court avec l'Allemagne, qui est-ce qui dit qu'il veut la guerre? Personne. Apparemment, ce genre de caricature m'est réservé. Et il compte que ça finisse par vous dégoûter. À mon avis, c'est mal parti. Qu'il continue. Je rejette le système. Et je suis heureux que le système me rejette. Voilà la vérité. Je n'ai rien à faire de son affection. Je me moque de leurs belles manières. Je parle comme je veux. Je parle cru et dru. Alors, ces gens ont décidé que le grand marché transatlantique, ça leur allait. Mais ce n'est pas seulement une zone de libre-échange, entendez-moi bien. Ce n'est pas seulement une zone de libre-échange qu'ils veulent constituer. C'est une zone avec des normes communes, normes écologiques communes, normes sociales communes. Et comme la valeur qui sera placée en haut, vous pouvez quand même compter sur les Nord-Américains pour ça, plus sur toute l'Europe, ce sera la concurrence libre et non faussée. Dès lors, si la première des normes, c'est la concurrence libre et non faussée, alors toutes les autres normes seront systématiquement les moins disantes. Vous le comprenez? Parce que entre celui qui protège socialement telle ou telle production et celui qui ne le fait pas, le coût le plus important est là où on protège. Donc, on supprimera la protection. Et ce sera vrai aussi dans le domaine écologique. Alors, que vont-ils discuter, puisqu'ils ont décidé de commencer à discuter? Eh bien, mes amis, c'est secret. Parce que, comme on nous l'a expliqué, dans une négociation, on n'annonce pas à l'avance ses positions. C'est sûr qu'ils n'ont pas dû mettre ça dans leur ordinateur avec un programme Microsoft, hein, parce que sinon, c'est déjà sur le bureau d'Obama. Ils ne sont pas au courant? Donc, ils ne peuvent pas croire une demi-milliardième de seconde que les Nord-Américains ne savent pas ce qu'ils ont l'intention de faire. Par conséquent, ce n'est pas aux Nord-Américains qu'ils cachent ce qu'ils ont l'intention de faire. C'est à vous. Voilà la vérité. Et donc, les peuples d'Europe sont priés d'attendre que ces impressionnants personnages, M. Barroso, M. Olli Rehn, qui est une sorte de machine un peu plus sophistiquée, parce qu'il n'exprime aucune espèce d'émotion, ce qui est un record, pour dire des horreurs. Ces gens, donc, vont négocier en votre nom. À ce moment-là, pétrifiés d'horreur, les Français se sont réveillés. L'exception culturelle. Grand Dieu. Bien sûr, l'exception culturelle. Nous sommes tous d'accord avec ça. Nous sommes d'accord pour dire le système qui fait que nous avons encore un cinéma en France, car chaque fois que vous allez au cinéma, vous payez pour les prochains films qui seront produits, parce que les chaînes payent à un fonds et qu'il y a donc de l'argent, si bien qu'il y a encore un cinéma français, ce qui n'existe plus dans toute une série de pays. Et c'est une question fondamentale que celle de pouvoir produire nos propres images. Oh, si ces images ressemblent à celles des autres, il n'y a pas grand avantage. Mais le fait de pouvoir le faire et d'en avoir les moyens nous permet d'imaginer que le moment venu, notre critique des contenus culturels, notre manière de vouloir esthétiser notre vision du monde, quand les capitalistes le font sans vergogne, regardez n'importe laquelle de leurs grandes productions, de quoi est-il question subliminalement tout le temps? Premièrement, d'avoir peur. Deuxièmement, tout le monde est en guerre avec tout le monde. Les femmes, ils sont des créatures caricaturales. Les hommes, des primates inconséquents. Et tout le monde est en guerre avec tout le monde. C'est ça qu'ils esthétisent. La violence, le sexe déshumanisé. Voilà ce qu'ils esthétisent.
Il faut qu'à notre tour, nous soyons capables d'esthétiser nos valeurs, celles que je rappelais tout à l'heure, l'amour, la fraternité, la douceur, la tendresse, le ralentissement des choses. Donc oui, l'exception culturelle, mais ne nous prenez pas encore une fois pour des imbéciles. Quand est venue devant l'Assemblée nationale la question de la négociation du grand marché transatlantique, ces messieurs dames du parti solférinien, bon, il faut que j'explique. Tous les 2 minutes, il faut que je m'arrête pour expliquer. Alors je me coupe dans mon élan. Qu'est-ce que le parti solférinien? C'est le parti socialiste quand il ne reste plus rien de socialiste que l'adresse. Rue de Solferino, voilà. Donc, le jour où c'est venu, les solfériniens ont dit « nous allons trouver une ruse ». Il faut qu'il y ait une ruse, parce que si jamais vous faites voter cette Assemblée nationale-là, il y a là-dedans des gens de gauche quand même. Et ces gens sont capables d'être contre le grand marché transatlantique. Alors que nous, les solfériniens, nous voulons à tout prix que cela aboutisse. Et qu'est-ce qui nous fait croire ça? C'est que nous avons vu que les écologistes sont contre le grand marché transatlantique. Et cela nous pose un problème à nous, les solfériniens. Et nous avons vu que nos propres camarades dans notre parti votent des amendements contre le grand marché transatlantique et qu'ils sont majoritaires et que des gens sont obligés de truquer les votes pour dire que non, les majoritaires sont minoritaires. Alors ils ont pris peur et ils ont inventé une fois de plus une escroquerie, un enfumage. Ils sont venus draper dans la toge de l'indignation, faire des phrases et du bruit avec leur bouche pour parler de l'exception culturelle, comme l'autre parlait de Mauroy la semaine d'avant. Mauroy qui a fait la rigueur, Mauroy qui a fermé les entreprises, Mauroy qui, Mauroy que. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent qu'il a nationalisé toutes les banques, qu'il a nationalisé le tiers de l'industrie, qu'il a fait la retraite à 60 ans. Non, c'est pas ça aussi se rappelait, lui, le président Hollande. Il se rappelait de l'autre bout. Alors les revoilà, pareil, ils viennent avec des postures. L'exception culturelle. Et nous tous, ah oui, oui, l'exception culturelle, on est d'accord. Passez Muscade. Et le grand marché transatlantique, quand est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. On ne vote que sur l'exception culturelle. Et voilà comment l'exception culturelle devient vraiment une exception. C'est-à-dire qu'à part la culture, tout le reste, vous le bouffez. Tout le reste. Et l'exception du droit social, et l'exception de l'éducation, et l'exception de l'armement pour rester indépendant vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, et l'exception qui fait que nous ne voulons pas manger de viande aux hormones, et l'exception qui fait que nous ne voulons pas de poulet nettoyé au chlore. Et celle-là, où elle est passée? Tout est exceptionnel en France et nous voulons tout mettre dans l'exception. On nous dit, ah, vous voilà. Oui, les revoilà. Vous étiez habilement dissimulé, monsieur Mélenchon, mais la figure du nationaliste finit par percer sous le visage de l'universaliste. Qu'est-ce qu'on me fait à chaque fois? Mais moi, je les écoute et ils disent « Si nous faisons le grand marché transatlantique, nous aurons 2% de croissance et donc de l'emploi. » Vous connaissez ces phrases. Mais vous allez vous serrer la ceinture pour que ça fasse des profits et des dividendes qui seront les emplois de demain. La compétitivité, la Chine. Enfin, je compacte là, parce que de toute façon, les autres mots servent à rien. Alors. Donc, allez hop, emploi, compétitivité, Chine, serrez-vous la ceinture. Un seul mot. 2% de croissance. Et il s'étonne qu'on soit consterné. D'abord, si je fais l'addition de toutes vos promesses, entre le 0,5% de croissance grâce à la libéralisation avec le Maghreb, le 0,5% grâce à la libéralisation avec je ne sais quoi en Afrique subsahélienne, je fais toute la liste. À la fin, on fait du 50% de croissance par an avec vos promesses. Aucun d'entre eux n'a jamais fait l'addition. Nous l'avons fait, ça fait du 13 ou du 15% de croissance, tout ce qu'ils nous ont promis depuis 3 ans. Et puis au bout d'un moment, on finit par leur dire « Mais la croissance de quoi à la fin ?» Parce que nous, on n'est pas d'accord pour que tout croisse.
Non. Il y a des domaines nombreux dans lesquels nous sommes pour la décroissance. Nous voulons la croissance des énergies alternatives. Nous voulons la croissance de la géothermie. Nous voulons la croissance des hydroliennes. Nous voulons la croissance des services à la personne. Mais nous ne voulons pas la croissance de tout et n'importe quoi. Un écran de téléviseur par chambre, une voiture par personne. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord pour la croissance du gaz de schiste. Nous ne sommes pas d'accord pour la croissance de l'énergie nucléaire. Nous ne sommes pas d'accord. Alors arrêtez de nous dire la croissance, comme si seulement en entendant ce mot, nous allions nous évanouir de bonheur. Comme si nous étions incapables de réfléchir, de comprendre, comme si nous n'étions pas des êtres humains adultes responsables, capables de penser le futur, non seulement le nôtre, mais celui de la planète elle-même. Voilà de quoi il est question. Bon, maintenant je vous ai expliqué tout ça, j'ai fait mon travail. Dans un discours, il faut qu'on apprenne quelque chose, sinon ça ne sert à rien. Et nous avons une tâche, moi je fais la mienne là. Et vous, quand vous allez partir, vous ferez la vôtre. Nous ne sommes pas seulement en train de préparer, mes amis et camarades, les progrès électoraux. Nous allons en faire des formidables. Nous allons marcher sous une pluie de boue, surtout avec les derniers sondages. Je vais être accablé de sarcasme, le moindre de mes mots. Regardez là, depuis tout à l'heure, vous me voyez remuer les bras, les mains, les jambes, la figure. Vous allez en voir des photos de moi grimaçant. Mais je suis un type gentil, vous savez. De toute façon, c'est pas ça que vous attendez de moi. Hein. Voilà comment ils nous traitent, partout, dans tous les pays du monde. Oscar Lafontaine m'a dit, en 7 ans, j'ai pas vu une photo de moi détendue. Toujours grimaçant. Ils vont nous insulter, ils vont mentir, ils vont tricher. Ils vont venir 50 fois dire « Mais faites l'unité, monsieur Mélenchon, au lieu de diviser la gauche. » Mais enfin, qui divise la gauche? Sinon, ceux qui ont inventé l'ANI. Qui a divisé le mouvement syndical? Sinon, ceux qui ont inventé cet accord-là et qui l'ont fait voter à la lettre près. Qui a divisé la gauche? Sinon, ceux qui ont inventé que nous devrions être d'accord avec un nouveau recul des retraites. Ce n'est pas nous qui divisons. Nous sommes prêts à tout instant pour l'union. Nous sommes prêts à l'union contre les ligues fascistes pour les dissoudre. Nous sommes prêts à l'union pour l'amnistie sociale et faire que nos camarades qui ont été condamnés soient amnistiés. Nous sommes pour l'union pour défendre les retraites. Nous sommes pour l'union pour pourchasser les fraudeurs du fisc. Sans condition, comme nous avons été pour l'union, sans condition pour battre Nicolas Sarkozy au 2e tour. C'est nous, le camp de l'Union. Il est ici. Les diviseurs, les pourvoyeurs de voix pour l'abstention et pour l'extrême droite sont ceux qui découragent, dégoûtent par leurs mensonges le nombre des personnes étranges et suspectes à la Cahuzac qui pullulent dans leurs rangs et non dans les nôtres. C'est eux qui créent cette ambiance épouvantable. Nous sommes prêts à leur pardonner beaucoup, mais que de grâce, ils ne viennent pas nous accabler de leur sarcasme. Nous construisons plus grand que le front de gauche, qui n'est qu'un déclencheur. Notre objectif, c'est de constituer un front du peuple conscient, éduqué, qui est capable de mener la tâche politique qu'il y aura à accomplir le moment venu. Camarades, amis, imaginez-vous que comme nos camarades grecs, nous soyons à la veille de gouverner le pays. Croyez-vous qu'il suffirait qu'on y envoie je ne sais quel président, je ne sais quel Premier ministre, et que l'affaire serait réglée? Mais pas du tout.